Voilà, maintenant vous avez, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup du réseau électrique, de comment est-ce qu'on arrivait à contrôler à la milliseconde, hein. Non, peut-être pas tout à fait, mais presque. Moi, j'ai plutôt parlé des perspectives. Donc, je vais regarder si effectivement on peut imaginer que notre pays puisse être autonome en énergie. Alors pour ce faire, on va regarder où est-ce qu'on consomme l'énergie. Alors où est-ce qu'on consomme l'énergie? C'est 47% dans les villes, et principalement sous forme de chaleur, et principalement en hiver. Alors le rouge c'est la chaleur, le jaune c'est l'électricité, et on voit effectivement que tout se passe en hiver dans les villes. Ensuite, si on regarde où est-ce qu'on consomme encore l'énergie, c'est dans les transports, 35% de notre consommation, et puis dans l'industrie, où là on va avoir un mix entre l'électricité et la chaleur, c'est à peu près un tiers électricité et 2 tiers chaleur, avec probablement un petit décalage entre l'été et l'hiver. Alors, une des caractéristiques lorsqu'on regarde la consommation de la ville, c'est que la ville est un élément très dense. Il y a autant, par exemple à Genève, il y a autant de surfaces chauffées que de surfaces géographiques. Et donc ça c'est un élément important si on veut arriver à maîtriser l'énergétique. La ville consomme beaucoup d'énergie, émet beaucoup de tonnes de CO2. Elle produit également des déchets qui peuvent être considérés comme des ressources. Et puis, si on regarde la quantité d'énergie que l'on reçoit sur le toit de la ville, eh bien, on se rend compte qu'on en a plus que la quantité d'énergie que l'on consomme aujourd'hui. Donc, la question qui s'est posée, c'était est-ce qu'on peut rendre la ville autonome? Autonome, ça veut dire sans émettre du CO2, sans importer d'énergie, sans reconstruire la ville, parce qu'évidemment, si je fais tout Minergie P, j'aurais déjà résolu le problème, et sans se ruiner. Alors la raison pour laquelle on dit sans reconstruire la ville, c'est qu'on sait bien que le taux de renouvellement suisse c'est de l'ordre d'1%, donc on ne peut pas imaginer raser la ville, en tout cas pas dans nos pays. Donc on doit trouver une solution. Alors la question qui s'est posée principalement, c'est qu'on s'est dit, ok, ce qu'on a constaté en fait, c'est que le renouvellement des bâtiments compensait un petit peu, plus ou moins, l'amélioration de la qualité des bâtiments va compenser l'augmentation du besoin de bâtiments, ce qui veut dire que la quantité d'énergie que l'on va devoir apporter au bâtiment va être plus ou moins la même dans la perspective de l'évolution de la ville. Par contre, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on doit chauffer les bâtiments. Alors, une des manières de le faire, c'est la manière que l'on connaît bien, une très bonne chaudière avec 90-95% de rendement, qui consomme du gaz naturel, qui émet du CO2 et qui fournit, pour fournir 10 unités de chaleur, va consommer 11 unités de ressources. On va maintenant poser la question aux thermodynamiciens. Donc je vais poser la question à Carnot. Comment est-ce qu'on doit chauffer les bâtiments? Carnot nous dit, avec une formule qui est écrite là, que pour fournir les 10 unités de chaleur à 21 degrés dont on a besoin, et même s'il fait 0 degré dehors, eh bien on devrait en acheter qu'une seule. Et donc la question c'est, est-ce qu'on fait vraiment très bien en achetant 11 au lieu d'en consommer que 1? Et en plus ce 11 là, on le prend dans des réserves fossiles qui ont été constituées il y a des centaines de millions d'années, qui ont pris très longtemps à être constituées et qui malheureusement augmentent la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors, Carnot nous a dit la limite, la réalité c'est qu'on peut le faire avec une pompe à chaleur qui va effectivement prendre l'énergie par exemple dans le sol, qui va chauffer, alors ce sera plus qu'à 21 degrés, ce sera un petit peu plus haut parce qu'il faut transmettre la chaleur. Mais bon, on va pouvoir, au lieu d'en acheter 11, on va pouvoir faire ça avec 2 unités d'électricité. Le problème de la ville, c'est que la ressource, elle n'est pas disponible partout et il faut aller la chercher. Et donc l'idée qu'on a développée, c'est de dire, on va couper la pompe à chaleur en deux. D'un côté, on va aller chercher l'énergie à l'endroit où il est le plus favorable, c'est-à-dire où elle est suffisamment élevée. On va ensuite apporter cette chaleur à un endroit où elle va pouvoir être distribuée où on en a besoin. Et entre les deux, on va distribuer cette chaleur et on va la distribuer à 17 degrés. On va la distribuer à 17 degrés en utilisant
un réseau de chauffage urbain, donc c'est du chauffage urbain à 17 degrés, et qui va utiliser comme fluide de transfert de chaleur le CO2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux tuyaux, un tuyau liquide, un tuyau gaz, à 50 bars, à une température de 17 degrés. Et lorsqu'on va avoir besoin de chauffage, eh bien, on va prendre de la vapeur et on va la condenser. Elle va donc libérer sa chaleur par condensation. Et on va utiliser cette chaleur qui est à 17 degrés dans une pompe à chaleur pour relever le niveau à la température dont on a besoin. Maintenant, un bâtiment qui est chauffé à haute température payera plus d'électricité qu'un bâtiment qui est chauffé à basse température. D'accord ? D'autre part, si certains bâtiments doivent être refroidis, et je pense par exemple dans un centre urbain, on a beaucoup de data centers par exemple, eh bien je vais pouvoir prendre du liquide et l'évaporer. À 17 degrés, ben, les ordinateurs ils seront tout contents d'être refroidis à 17 degrés. Donc je vais pouvoir prendre cette chaleur et l'avantage c'est que je vais pouvoir utiliser cette chaleur pour chauffer mes bâtiments qui sont juste à côté. Donc, maintenant j'ai une source d'énergie que j'ai été prendre dans certains bâtiments pour l'amener à d'autres. Évidemment, il faut faire la balance, et la balance va se faire en allant chercher, quelque part, la meilleure source d'énergie disponible, c'est-à-dire celle qui a la plus haute qualité, la plus haute température. Alors cette source-là, ça peut être l'eau du lac. On était à Genève, donc c'était quelque chose qui était assez naturel. Ça peut être la géothermie, mais ça peut être aussi l'eau usée que l'on va produire et que l'on traite à certains endroits et qui quitte finalement une station d'épuration à 16 ou 17 degrés. Donc, j'en profite d'ailleurs pour introduire une autre opportunité qui se trouve dans les steppes. Hein, c'est la possibilité d'associer une pompe à chaleur et de pouvoir l'activer au moment où on en a besoin. Alors, il y a un autre avantage d'utiliser le CO2, c'est que le CO2 ne gèle pas, ce qui veut dire qu'au lieu de devoir creuser pour mettre des tuyaux profonds pour transporter l'énergie, eh bien vous pouvez le mettre dans les trottoirs. Et ça, c'est l'avantage de ne plus devoir ouvrir les trottoirs pour mettre un réseau de chauffage urbain, mais vous pouvez directement, et puis l'idée ici, ce serait même de faire des trottoirs préfabriqués, donc vous faites des nouveaux trottoirs dans lesquels se trouvent les tuyaux CO2. Et puis je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un projet à l'EPFL sur les trottoirs roulants. Vous pourriez aussi en profiter pour directement mettre des trottoirs mécaniques au-dessus du réseau CO2. Comme ça, vous pourrez accélérer la vitesse des piétons en même temps que vous allez satisfaire leurs besoins énergétiques. Alors maintenant, j'ai un système qui me permet de satisfaire mes besoins de chauffage et mes besoins d'eau chaude. En parenthèse, là, une pompe à chaleur supercritique au CO2 est plus efficace pour produire de l'eau chaude qu'une pompe à chaleur normale. Donc, et puis je peux directement la brancher sur mon système CO2, surtout si je travaille avec mon collègue Schiffman qui fait des compresseurs sans huile. Je peux chauffer, je peux refroidir, je peux faire du conditionnement d'air, je peux aussi réfrigérer. Donc, quand j'ai un centre commercial, je peux faire fonctionner les frigos et les congélateurs avec mon réseau CO2 et je vais chaque fois récupérer la chaleur de tout ce que j'extrais dans les frigos pour chauffer mes voisins. Et je vais même pouvoir utiliser la chaleur qui est produite par l'incinération de mes ordures ménagères pour fournir de la chaleur au réseau de chauffage urbain. Et entre les deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais produire de l'électricité. Donc je vais en fait avoir une chaudière qui va produire de la vapeur à haute température et haute pression, qui va être détendue dans une turbine qui va produire de l'électricité, qui va se condenser à 17 degrés. Alors ceux qui opèrent une centrale d'incinération d'ordures ménagères, ils savent que la température à laquelle on condense est critique. Et ici j'ai un fluide qui change de phase et qui est à 17 degrés, donc il est super idéal. J'ai produit l'électricité, j'ai utilisé cette électricité pour entraîner les pompes à chaleur qui se trouvent un peu partout, et le bilan sera positif. Et puis l'avantage, c'est encore plus, je ne serai pas coincé. Donc je vais opérer mon système de production d'incinération d'ordures ménagères pendant toute l'année avec le même système optimisé de production d'électricité. Quand il y aura des utilisateurs qui auront besoin de chauffer, eh bien, ils vont prendre la chaleur résiduelle à 17 degrés. Et quand ils auront besoin d'être simplement refroidis, je vais faire la balance en allant échanger avec les ressources dont je dispose, que ce soit l'eau du lac, les eaux usées ou la géothermie. Alors, on a fait l'exercice sur le quartier. Sur un quartier dans le centre de Genève, c'est les Rubas. Ici, vous avez la consommation énergétique
le profil de consommation énergétique. En rouge, c'est le chauffage, et puis en bleu, c'est le conditionnement d'air. Donc on voit bien, on conditionne en été et on chauffe en hiver, et au total, on consomme 12 unités. Si on applique le réseau CO2 sur ce système-là, donc je vais récupérer la réfrigération pour chauffer, je vais échanger avec l'eau du lac, eh bien on arrive à remplacer les 12 unités par 2 unités d'énergie. Donc on fait un facteur 6 sur la consommation énergétique, on consomme plus que 16% de la quantité d'énergie. Alors évidemment on nous a posé la question de savoir, enfin on nous a tous dit ça va vous coûter beaucoup plus cher, et on a fait le calcul. Donc on a comparé acheter des chaudières, acheter des conditionnements d'air, ou bien installer un système de chauffage urbain avec des pompes à chaleur décentralisées et une pompe à chaleur centralisée qui échange avec l'eau du lac. Eh bien on se rend compte que le système actuel, en fait, au prix auquel l'énergie est vendue à Genève, perd de l'argent. L'explication, c'est que l'infrastructure pour le conditionnement d'air n'est jamais comptabilisée comme une infrastructure énergétique, mais considérée comme faisant partie de la structure du bâtiment. Donc elle est investie avec le bâtiment et pas comme un moyen de fournir le service de refroidissement. Dans notre cas, on a montré qu'on pouvait investir moins et qu'on allait faire du profit. Le système avait un break-even après 5 ans. Il me reste par contre un problème, c'est que je dois produire de l'électricité en hiver, ce qui est embêtant, donc, puisque on sait bien que la manière dont aujourd'hui cette électricité est produite, c'est par une centrale à gaz ou une centrale à charbon. Donc ça c'est la centrale à charbon ou un cycle combiné à gaz qui effectivement consommerait moins, mais n'empêche qu'il consommerait des énergies fossiles et donc émettrait du CO2. Donc on peut aussi dire qu'on peut capturer le CO2, et là c'est juste un petit peu de pub pour l'endroit où vous êtes. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur la capture du CO2 de manière à pouvoir réduire ces émissions de CO2. Alors on pourrait dire aussi qu'on peut utiliser l'énergie photovoltaïque, de nouveau un peu de pub parce qu'on a un spécialiste en développement de photovoltaïque ici, puis j'ai mon collègue Nicolas qui est là également, donc le CSM travaille beaucoup, et le PVLab travaille beaucoup sur le développement des cellules solaires photovoltaïques, avec un problème, c'est que ces cellules solaires ne sont pas disponibles, enfin le soleil n'est pas disponible en hiver, donc on va essayer de résoudre ce problème-là plus tard. Alors, pardon, j'étais un petit peu trop vite. Il y a une autre solution, c'est la solution d'avenir, c'est les piles à combustible qui peuvent utiliser du gaz pour produire de l'électricité. Elles ont un rendement de 80%. Si on applique toute l'intégration du système, donc ça c'est un brevet de l'EPFL, et elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles permettent de capturer le CO2. Donc dans ce cas-là, on a à la fois un système qui est très efficace pour la production d'électricité et qui capture le CO2, et qui produit de la chaleur et qui peut être utilisé de manière décentralisée. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est effectivement utiliser en hiver les systèmes conventionnels, mais je peux aussi utiliser les nouveaux systèmes. Et qu'est-ce que je vais faire avec la chaleur que je vais cogénérer à un endroit? Je vais l'utiliser sur mon réseau CO2. Qu'est-ce que je vais faire avec le CO2 que je vais capturer par la pile à combustible? Je vais le mettre dans mon réseau CO2. Et donc au total, je vais avoir un système qui va effectivement consommer moins de gaz, toujours fossile, mais avec la possibilité de le capturer et donc de le séquestrer. Maintenant, on pourrait dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'on doit utiliser les combustibles fossiles? En fait, le combustible fossile, c'est un trésor qu'on a reçu et on est en train de le vider. Malheureusement. On aurait peut-être pu regarder aussi au compte courant. Le compte courant, c'est quoi? C'est les énergies renouvelables dont on dispose, que ce soit la biomasse, que ce soit l'éolien, le solaire ou l'hydroélectricité. En parenthèse, tout est basé sur le soleil. Alors, où se trouve cette ressource? On en a déjà une dans la ville, c'est qu'on produit des déchets organiques, donc c'est des déchets de biomasse. On pourrait peut-être les convertir, et puis c'est ce qui peut se faire avec différentes techniques, qu'elles soient biochimiques ou thermochimiques, qui permettent de produire à partir de la biomasse, qui est en fait une formule chimique, qui est l'hydrate de carbone, CH2O. Eh bien, on peut produire effectivement du méthane. Le processus est exothermique, donc qui permet aussi de produire de la chaleur que je peux récupérer sur mon réseau, si j'ai le réseau qui passe à côté. Et un des sous-produits, c'est du CO2 que je pourrais en plus capturer.
L'autre question que je peux me poser, c'est si je mets des panneaux photovoltaïques, qu'est-ce que je peux faire avec cette électricité dont j'aurai de trop en été? Alors la question ici, ça c'est pour toute la Suisse. On voit bien qu'on aura effectivement un grand pic d'électricité excédentaire en été. Donc ici c'est la demande, et puis en rouge c'est l'excédente production. Et je peux vous garantir que les Allemands n'auront pas besoin de cette quantité d'électricité. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va vouloir l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On peut apprendre de la nature. Comment est-ce que la nature a fait, elle, pour traiter ce pic qu'elle avait en été et nous fournir l'énergie dont on a besoin? Donc la nature, elle produit la nourriture dont on a besoin. Comment est-ce qu'elle l'a fait? Elle l'a convertie par la photosynthèse et elle l'a stockée. Alors on peut faire la même chose et on peut l'industrialiser. Qu'est-ce que ça veut dire industrialiser? Ça veut dire prendre les panneaux photovoltaïques, et produire l'électricité, utiliser un mélange de CO2 et d'eau, et grâce à l'inverse de la pile à combustible, produire du méthane avec l'électricité qui est produite et stocker ce méthane sous forme de... Les distributeurs de gaz savent comment il faut faire. D'accord? Donc je peux maintenant stocker le méthane. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Eh bien je vais pouvoir faire un système intégré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du CO2 liquide qui se trouvait sur mon réseau CO2. Grâce au soleil, lorsque j'ai un excès d'électricité, eh bien, je vais, grâce à l'électrolyse, stocker du méthane liquide. Et en hiver, eh bien, je vais prendre le méthane liquide, je vais l'évaporer, je vais en profiter d'ailleurs pour liquéfier le CO2, et je vais le distribuer à des unités de piles à combustible qui vont produire l'électricité dont mes pompes à chaleur ont besoin pour faire fonctionner mon système de chauffage à base du réseau CO2. Le CO2 va être séparé, donc je vais pouvoir le redistribuer sur mon réseau, ce qui me permettra de faire un système complètement intégré dans lequel le solaire va produire de l'électricité qui sera utilisée par les pompes à chaleur lorsque elles en auront besoin, qui sera autrement stockée sous forme de méthane liquide, qui pourra être utilisée pour fournir l'électricité qui manque en hiver, qui va également utiliser les déchets, qui va également utiliser les ressources comme l'eau usée et le lac. Et moralité, si je combine toutes ces technologies et que je regarde la ville dans son ensemble, en faisant l'inventaire de tout ce dont on a besoin, on peut remplacer une ville qui effectivement émet beaucoup de CO2 et a besoin de beaucoup de combustible pour fournir ses besoins énergétiques. On peut la remplacer par une ville qui va utiliser les ressources qu'elle a sur les toits, qui va utiliser les déchets qu'elle produit, qui va utiliser les ressources de l'environnement et aller les chercher au bon endroit. Et vous pouvez me croire ou pas, mais on a fait les calculs, la ville de Genève peut devenir un net producteur de gaz naturel. Alors ici, je n'ai pas résolu une question, c'est l'industrie. Donc ici, j'ai bien la ville est résolue, donc 50% du problème est résolu, mais il me reste encore deux problèmes, c'est l'industrie et le transport. Pardon. Alors au niveau du transport, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on va miser sur l'efficacité. On va essayer d'améliorer le système, on va faire des véhicules électriques et des véhicules électriques qui vont utiliser des ranging standards, qui vont utiliser les piles à combustible que je vous ai présentées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'avenir, on aura on peut imaginer avoir des véhicules qui auront une autonomie de plus de 2000 km parce qu'ils auront utilisé un carburant liquide plutôt que des grosses batteries, qui auront des batteries parce qu'il faut gérer la puissance, et qui ont une pile à combustible qui fournira l'énergie. Avec un rendement de 80%, ça veut dire que lorsque la voiture est dans le parking, c'est-à-dire la plupart du temps, eh bien, elle pourra être utilisée pour produire l'électricité dont le système a besoin. Donc à ce moment-là, j'ai en fait un système mobile, j'ai des centrales électriques mobiles qui vont servir à me déplacer et qui vont servir à produire l'électricité dont j'ai besoin. Et quand elles seront au parking, elles seront là aussi avec leur capacité de batterie, donc elles permettront aussi à Mario de gérer le réseau électrique.
En faisant ça, j'ai déjà résolu une bonne partie du problème. Il me reste le problème de l'industrie. Alors, l'industrie, la première chose, c'est qu'il faut encourager l'industrie à être plus efficace. Alors ça, il y a des solutions qui existent, hein, notamment récupérer la chaleur. Et puis, bon, maintenant, je peux faire la somme de ce qui me reste. Donc, il me reste à fournir de l'électricité et à fournir la chaleur à l'industrie. Et puis, ben, il y a deux choses que je peux utiliser, c'est le solaire, c'est l'éolien et l'hydraulique. Donc maintenant, si je prends juste l'éolien et l'hydraulique, si on fait le calcul, on en a juste assez pour satisfaire tous nos besoins d'électricité. Il me reste encore 2 unités à fournir au niveau de l'industrie. En parenthèse, j'avais un excès de gaz déjà qui venait de la ville. Hein. Et puis comment est-ce que je vais faire le reste? J'ai encore une ressource que je n'ai pas utilisée, c'est la biomasse, hein, c'est les arbres qui poussent tous les jours. Donc si on fait une gestion intelligente de la biomasse, eh bien, on a toute cette ressource disponible, peut-être pas toujours très disponible parce que c'est du solide qu'il faut manutentionner. Donc l'idée, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut la transformer en gaz. On peut transformer en gaz. Le processus est exothermique, donc ça veut dire qu'il faut remplacer toutes nos chaudières à gaz par des unités de production de gaz naturel qu'on va distribuer sur le réseau et utiliser la chaleur de la conversion du bois en gaz naturel pour chauffer l'industrie. Et puis j'ai du gaz, donc je peux en faire de la cogénération, donc je peux faire de l'électricité. Et ben voilà, j'ai fait le bilan. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Suisse peut devenir un net exportateur de gaz naturel. Voilà, donc j'ai utilisé toutes les ressources de la Suisse, j'ai regardé tout ce qui était disponible, et grâce à ça, la Suisse peut devenir un exportateur. En plus, elle a même une capacité de stockage importante, donc elle peut même acheter de l'électricité excédentaire en Allemagne pour produire plus de gaz pour les Italiens ou les Allemands. Ce qui me permet de conclure, et je serai très heureux de répondre à vos questions. Ouais, j'ai fait fil. Hein. Question. C'est parti. Désolé, les transparents avant, là, quand vous avez 47% et 17%, selon les statistiques, je vois souvent sur l'industrie conservation d'énergie totale, c'est plutôt un tiers. Dans les 47%, c'est intégré une partie de l'industrie, ou les 47%, c'est uniquement les habitants? Les 47, c'est tout ce qui est lié aux services et aux habitants. Donc si on regarde sur la statistique de l'énergie, et c'est toute l'énergie, hein, pas seulement l'électricité. Hein. C'est la réalité de la Suisse. La Suisse, c'est beaucoup moins que les autres pays industrialisés, parce on s'est quand même désindustrialisé. Oui. Alors, ils sont dans les 36%. Alors, ils apparaissent presque pas, hein, parce qu'ils sont très peu. Donc, si vous voulez voir la répartition actuelle et future, vous pouvez venir à l'écran interactif qui est là. Vous voyez toutes les différentes contributions. Un point déterminant pour l'hiver, c'est les piles à combustible. Elles auraient un rendement de 80% d'énergie, mais on entend plutôt parler de 50 à 60%. Oui. Alors le 80%, c'est un brevet qu'on a développé, c'est une technologie qu'on a développée qui est en fait la combinaison d'une pile à combustible SOFC avec une turbine à gaz pour récupérer l'énergie qui n'a pas été convertie par la pile. Et en fait, l'astuce qu'on utilise, c'est que les pertes anthropiques, alors j'utilise un grand mot, les pertes anthropiques de la pile à combustible, qui est la quantité de chaleur qui est intrinsèquement produite par la conversion électrochimique dans la pile, est utilisée pour pomper de l'eau dans le fuel processing de la pile à combustible pour augmenter la quantité d'hydrogène qui rentre dans la pile. Et donc si on a une bonne compréhension de l'intégration
de la préparation du combustible, de la pile à combustible et de l'exploitation de l'énergie excédentaire de la pile à combustible, eh bien, on a montré qu'on pouvait arriver à 80%. Alors, Daniel Favre me dit toujours il faut mettre 70%, et puis nous, avec nos calculs, on va jusqu'à 85%. Est-ce qu'on a déjà construit ce système intégré qui arriverait à... Alors non. Non, mais par contre, on a utilisé, donc quand on a fait les calculs, on a démontré que toutes les valeurs qu'on a utilisées dans les modèles étaient des valeurs validées expérimentalement. Donc c'est bien les piles à combustible qui sont mesurées par Jan van der Lees, c'est la turbine et le compresseur qui sont développés par Jörg Schiffmann, et c'est les coefficients de transfert de chaleur qui sont et les catalyseurs qui sont utilisés pour faire le fuel processing en industriel. Donc, ça veut dire que le système est accessible. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est qu'il n'est pas là aujourd'hui. Hein, et alors on va dire, ça va vous coûter très cher. La réponse c'est oui. Et la deuxième réponse c'est ça coûtera beaucoup moins cher si on le fait avec la manière dont on le propose ici. Le marché potentiel, c'est tous les véhicules du monde. Hein, donc c'est à peu près 500 millions de véhicules par an. Hein. Donc ça veut dire un très grand nombre de petites unités à produire. Donc ça veut dire que si on a la capacité à produire les usines qui vont faire ces équipements-là, le prix va chuter. Hein. Un moteur d'une voiture, ça coûte rien. Hein. Même un climatiseur d'une voiture comparé à une pompe à chaleur domestique, on voit de suite la différence au niveau du prix de revient. Donc il y a une perspective qui est souvent exploitée par des gens comme Elon Musk. Hein. Voilà, il a fait sa Gigafactory parce que on fait chuter le prix si on sait faire les usines qui produisent un grand nombre. Et puis, voilà, je vais peut-être provoquer les Suisses. Les Suisses sont spécialistes pour aider à produire les usines et pas à les opérer. Hein, ils les font faire ailleurs, mais c'est eux qui vendent les machines. Donc pour moi, c'est effectivement aussi une opportunité pour les Suisses. Ça n'a pas un passeport suisse maintenant aussi? Hein? Ça n'a pas un passeport suisse maintenant? Si. Et c'est pour ça que je dis c'est une opportunité pour les Suisses, pour nous. Dernière question. Alors en fait, pour Genève, ils ont pris un autre choix comme réseau basse température avec Genilac. On a bien compris les avantages de réseau CO2 avec une notion d'opération. Qu'est-ce que vous pensez de Genilac? En fait, Genilac répond un petit peu à la même type d'approche, hein, puisqu'il va distribuer la ressource du lac aux endroits locaux. Au départ, il avait été juste pensé pour faire du froid, puis maintenant, effectivement, à bon escient, ils ont aussi fait pour le chaud. Les systèmes sont relativement... Il y a aussi la boucle énergie hein, qui peut être utilisée avec le même principe. Alors, c'est des systèmes qui vont tous dans le bon sens. Le système du réseau CO2 a l'avantage d'être beaucoup plus compact et donc de nécessiter beaucoup moins de développement de travaux d'infrastructure. Hein. Mais je ne vais certainement pas critiquer Genilac parce que je crois que c'est effectivement vers là qu'il faut aller. Ce qu'il faudrait faire, c'est éviter de faire des réseaux à haute température. Parce que l'avantage de ceci, c'est que lorsqu'on distribue la ressource, chaque personne paye l'énergie qu'il consomme. C'est-à-dire que si un bâtiment est chauffé à basse température, il payera moins d'électricité qu'un bâtiment qui est chauffé à haute température. Alors que si vous avez un réseau de chauffage à haute température, eh bien c'est le haute température qui impose sa règle à tout le monde. Et donc celui qui est à basse température, il ne voit pas l'intérêt. Alors, exactement. Ouais. Ouais. Il faut faire circuler les ponts, il faut faire circuler le CO2. Hein. En fait, toute la régulation, donc la balance se fait en contrôlant la pression. Donc il faut effectivement faire circuler le CO2 dans le système. Donc, je ne vois plus aucune main qui se lève parce que tout le monde pense à la pause midi. Il faut mettre le CO2 à 50 bars.
Alors, donc c'est un réseau, donc on le met à 50 bars et puis on compense les pertes de charge et on a effectivement un compresseur centralisé hein, qui fait l'équilibre avec la ressource. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit où j'ai un compresseur qui ramène à 50 bars pour maintenir l'équilibre. Hein. Donc effectivement, et puis et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Hein, lorsque je suis en mode refroidissement, ben, je dois envoyer du CO2 liquide partout et à ce moment-là, c'est la pompe qui pousse. Alors, encore une fois, merci à toi pour la présentation.